Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Dans cet épisode, Agnès Jaoui et Cécile Partouche évoquent leur livre « La taille de nos seins » avec Véronique Morel-Muraour, enseignante en Cagne. Cette rencontre se déroule dans le cadre des dégustations littéraires cheminées ensemble des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Écoute, c'est Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Bonsoir à toutes et tous. Agnès Jaoui, Cécile Partouche, bonsoir. Merci infiniment d'être là, toutes les deux, pour notre plus grand bonheur à toutes et tous. Vous venez toutes les deux pour parler de ce texte illustré par les peintures de Cécile, La taille de nos seins. Bon, on reviendra sur le titre à un moment donné dans notre rencontre. Mais moi, j'aimerais bien vous entendre parler toutes les deux d'abord sur la genèse de ce texte. D'où est-il né? Puisque Agnès, vous remontez donc en compagnie de Cécile à la source, là où tout commence. L'enfance. Alors une enfance déjà un peu commencée, un peu entamée, puisque le texte commence sur ce passage de Sarcelles au 5e. Mais avant de plonger plus avant dans ce récit, j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus toutes les deux sur le point de départ. D'où est-il né? Comment est-ce que cette idée a germé, s'est mise en forme? Et puis comment vous avez travaillé? Puis après on rentrera dans les éléments du texte. Ça fait plusieurs années, régulièrement, il y a des éditeurs ou des éditrices qui me proposent d'écrire un livre ou de publier en général mon journal, parce que j'ai raconté partout que j'écrivais un journal. Et j'en ai pas envie, ça s'arrête là en général. Sauf que Juliette Jost, l'éditrice qui était à ce moment-là chez Grasset, qu'elle a quitté à cause de Bolloré pour aller à l'Iconoclaste, a dit mais ce que vous voulez. Elle n'était pas du tout accrochée à mon journal, ça m'a déjà fait beaucoup de bien en vérité. Et puis il se trouve que j'aime non seulement Cécile comme amie, mais j'aime aussi ses œuvres de peinture et de collage et de dessin. Et donc ça faisait un moment qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. Et puis, avec la disparition de Jean-Pierre, je savais pas si j'allais réécrire un film ou une pièce, jamais. Tout ça, ensemble, a fait que... Donc j'ai dit aussi à Juliette que j'aimerais travailler avec Cécile, et elle a dit oui aussi, tout de suite. Elle était elle avait cette intelligence d'être très ouverte et pas du tout pressurisante. C'est comme ça que, petit à petit, je me suis mise à écrire, et puis ça m'a paru logique, du coup, d'écrire sur mon enfance, sur ma rencontre avec Cécile. Il y a quelque chose qui s'est un peu logiquement mis en place de cette façon. Et alors Cécile, comment est-ce que vous avez hérité du texte? Vous étiez au courant, avant de le lire, avant de découvrir peut-être les premières pages, compris celle sur vous étiez au courant qu'Agnès s'était lancée dans ce projet? Oui, j'étais au courant, oui. Et avant de lire, Agnès me disait, tu te rappelles de ça? Et puis après, j'ai lu, et puis Agnès voulait dessiner certaines scènes. On s'est mis au point c'était au fur et à mesure. Oui, parce que... Je t'ai pas donné le texte terminé complètement. Je t'ai donné le texte. C'est ça, je ne sais plus. Ah oui, c'est ça. Non, je t'ai donné le texte au fur et à mesure. Oui, c'était. On en parlait. Il y avait un bout de texte, et puis en fait, on parlait surtout des moments où elle tenait beaucoup à ce que soit dessiné. À part les endroits petits ou les endroits sans scène avec les personnages seuls. Non, mais c'est vrai qu'il y avait des... Je me rappelle plus comment. Tu me demandais aussi où est-ce que... Voilà. Il y avait des personnages, oui, il y avait des scènes que j'imaginais représenter, d'autres non. Et puis, il y avait aussi des choses que tu m'as proposées toi, comme Le Secret, c'est une idée à toi que je trouve très belle, que j'avais pas du tout eue. Et voilà, donc c'est un espèce d'aller-retour comme ça. Oui. Entre texte et et peinture. Donc c'est vraiment une aventure à quatre mains qui chemine et qui se construit en fait comme une amitié. Oui, sauf que l'amitié était déjà là. Donc, oui. Et c'était évident justement de commencer. Alors bien sûr, on peut pas toujours remonter très très loin dans ses souvenirs d'enfants, mais c'était évident de commencer justement par cette articulation entre d'un côté un deuil, celui de je quitte Sarcelles. Ça commence par un deuil parce que vous dites que vous avez toujours du mal avec la porte qu'il faut fermer, avec l'irrémédiable, et en même temps c'est aller aussi vers l'avant, rencontrer Cécile, rencontrer Isabelle, et puis rencontrer aussi d'autres repères qui sont pas les vôtres. Je vais vous laisser en parler. C'était évident de construire ça à partir de ce seuil. Alors curieusement aussi, oui, c'est-à-dire que je savais que je voulais que ça se termine par le chapitre La taille de nos seins.
Et il m'a semblé assez logique de partir du départ de Sarcelles, parce que évidemment ça a été fondateur dans ma construction, et puis parce que c'est à partir de là que j'ai rencontré mes deux amies, parce qu'il y a Cécile et Isabelle qui n'est pas là ce soir puisque elle n'a ni peint ni voilà, mais qui est mon autre amie, et il se trouve qu'on est toujours trois amies, donc c'est deux amitiés qui ont été fondamentales dans ma vie. Donc ça m'a paru très logique de partir de là, voilà, tout simplement, même si j'ai des souvenirs qui remontent à bien avant. J'ai une grande mémoire ancienne, je me rappelle d'énormément de choses, et depuis très petite en fait. Mais quand même, c'était à partir de là qu'il fallait que ça commence. On commence par Sarcelles. En fait, Sarcelles que vous avez dû peindre, il y a quelques éléments autour de Sarcelles, et notamment cette peinture absolument extraordinaire. Alors, peinture et collage à la fois, que je trouve vraiment extraordinaire, mais vous allez nous en parler. Il faut peindre ce que vous n'avez pas partagé avec Agnès. On peut peut-être, Agnès, si vous voulez, évoquer ce qu'était Sarcelles, cette ville nouvelle, alors que vous décrivez comme votre village natal. Ah oui, parce que comme tous les enfants, ce qui vous est donné est le paradis. Enfin, en tout cas, on n'imagine pas qu'il y a autre chose. Et puis, c'est drôle parce que je suis retournée il n'y a pas si longtemps pour une émission. Et quand même, il y avait quelque chose dans l'architecture qui était assez bien fait. On habitait au-dessus de cette place André Gide. C'était assez rassurant. C'était des petits immeubles, années 60. C'était pas vraiment des grandes bars qu'ils ont construits après plus tard. On allait à pied à l'école. Enfin, il y avait quelque chose qui était... Et puis je connaissais que ça, ces petits immeubles années 60, assez moches. Enfin bon, c'est toujours très relatif parce qu'en plus, ça a un certain style. Et d'ailleurs, toi, ça te plaisait? Oui, moi, ça m'a beaucoup plu parce que effectivement, je connaissais pas, donc je suis allée regarder des photos et j'aimais ces architectures très droites. C'était très blanc. Bon, après, j'ai un peu dessiné dessus pour mettre plus de vert où il y avait moins de vert, mais en fait, c'était comme ça. Vous avez laissé libre cours à la fantaisie quand même, il y a un côté aussi un peu retravaillé. Alors, comment est-ce que vous travaillez justement? Il y a du collage, il y a de la peinture. J'ai travaillé d'une certaine manière, et aussi après, quand c'est venu dans le livre, j'en ai rajouté un peu pour que ce soit, je trouvais, plus équilibré, etc. Évidemment, toujours en montrant à Agnès pour que ça lui plaise. J'ai noirci Paris, mais pas assez. Donc après, j'ai beaucoup renoirci après. Non mais et puis, Paris était noir, mais Bordeaux était noir. Je me souviens, oui. Vous en souvenez tous, et ça change tout. Et on a vu un immeuble qui n'a pas été ravalé, on tient à vous le dire. Je n'ai pas noté le nom de la rue. Il va être avalé, il y avait marqué, il y avait un papier. Mais ça fait drôle, c'est vraiment pas du tout la même atmosphère. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'allais vers l'avenir, mais j'ai eu l'impression d'aller dans le passé, parce que Sarcelles était une ville nouvelle, moderne, et en arrivant à Paris, mais c'était complètement un autre siècle. Enfin, c'était très bizarre. Enfin, vraiment pas du tout l'aspect qu'il a maintenant, quoi. Ouais, en même temps, vous dites, c'est aussi retourné vers une photo de Robert Doisneau. Oui, il y avait ce passage qui est fermé maintenant, qui était exactement ça. C'était. Mais je connaissais pas Doisneau à l'époque, donc bon, j'ai juste dit c'était noir. On va toucher justement à un des points. Merci beaucoup. Vous l'avez amené toute seule. J'ai pas besoin de poser la question. Mais on vient sur un des enjeux aussi de l'autobiographie, et c'est valable aussi pour vous, Cécile. Revenir vers son enfance. Alors pourquoi? Effectivement, à quel moment on éprouve ce besoin tout à coup de remonter vers l'origine et vers un certain point. On vient d'en parler. Ou mettre le curseur de départ. Et ensuite, comment on fait pour dissocier le regard d'Agnès Jaoui, de la petite Agnès, de Cécile Partouche, de la petite Cécile, de Cécile et Agnès ensemble, et de Cécile Partouche, Agnès Jaoui. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est, si je prenais un raccourci 18e, moi je prends toujours des raccourcis en montant un peu le temps, c'est Rousseau, juge de Jean-Jacques, ou c'est comment est-ce qu'on dissocie un personnage qui est devenu un personnage public, et puis de l'enfant qu'on était. D'abord, tout simplement, peut-être qu'il y a l'âge, je vieillis, et peut-être que il y a une forme de nostalgie, même si je l'ai toujours été. Donc, en tout cas, il y a un temps qui passe dont on a conscience, quoi. Et on se dit oui, c'était vraiment pas la même époque. C'était vraiment autre chose. C'était en noir et blanc. Voilà. Il y a un temps qui fait qu'on a plaisir, justement, à cette distance pour se retourner sur son passé et pour le mettre en question aussi, enfin en perspective. Ensuite, je crois que je me rappelle assez bien de l'enfant que j'étais et de des angoisses par exemple que je traversais, des questions, de toutes mes premières fois et
des premières fois qu'on entend tel ou tel mot, des premières fois où on découvre l'autre, où on découvre le complexe de l'autre, la réalité de l'autre. Et c'est vrai que, encore une fois, arriver à Paris et voir des univers, découvrir des univers qui étaient mais tellement différents de ce que je connaissais, c'était fascinant. Et j'ai eu plaisir à me remémorer ça. Et puis, dans les films qu'on écrivait avec Jean-Pierre, j'ai jamais eu envie d'être dans l'autobiographie. Sauf une fois où on m'avait demandé, mais pour un autre projet, d'écrire sur justement, enfin, c'était un projet de film où il y avait plusieurs petits films. Enfin, il n'y a pas eu, mais c'était l'idée. De départ, c'était le projet où chacun racontait justement ce passage à la sexualisation ou aux premiers émois. J'avais commencé à écrire le passage où on se monte nos seins dans les toilettes. Et puis voilà, c'est resté, le film ne s'est jamais fait. Et je me souviens de m'être dit, c'est pas désagréable et c'est assez facile d'écrire de façon autobiographique. Et je me rappelle, parce que on a une amie commune aussi, qu'on a rencontrée plus tard au lycée, qui est Noémie Lvovsky, qui est donc une réalisatrice. Ses films sont autobiographiques, donc je me souviens d'avoir pensé à elle et de me dire, oui, c'est vrai que il y a un certain plaisir et une certaine facilité. C'est pas du tout le même type de travail que d'inventer des personnages, d'inventer une histoire, d'inventer une démonstration. Là, c'est pas le même type du tout de travail. Donc voilà, c'était resté dans un coin de ma tête et puis il y a eu l'occasion là de le faire, de le réaliser. Et pour vous, Cécile ? Alors moi, j'ai suivi le texte d'Agnès parce qu'on s'est dit on va faire quelque chose ensemble et Agnès m'a dit ce sera sur notre enfance, etc. Moi, j'ai suivi ce qu'elle a fait et je voulais être au plus près de ce qu'elle écrivait. C'était ça la gageure pour moi. Mais vous avez redécouvert des choses de votre enfance en les lisant sous la plume d'Agnès et puis du coup en les peignant. Alors oui, parce que moi je n'ai aucune mémoire, donc très peu de choses. Donc effectivement, Agnès, on me raconte. Après, je me suis souvenue. Mais en fait, je suis épatée par effectivement la précision de ses souvenirs. Mais ce qui est rigolo aussi, c'est que quand on se souvient des choses, on se souvient des choses, on les décrit, et puis on se rend compte que des fois on décrit des choses qui sont complètement bizarres, mais qu'on s'était jamais interrogé dessus. Parce que, alors on se dit, à l'époque c'était comme ça, mais est-ce que c'était comme ça, on sait pas. Oui, c'est bizarre, voilà, quand on parle du jeu qu'on faisait, ce que vous appelez la pièce de théâtre, où on distribuait des rôles, où l'un était... Enfin, il y a des tas de trucs où on se dit, mais qu'est-ce que c'était... Mais on ne réinterroge pas. On fait ça la plupart du temps dans sa vie, on réinterroge relativement peu ce qui nous arrive, à moins de faire un travail thérapeutique, ou à moins, d'avoir un goût pour ça, ou ce qui est. Et puis il y a un moment où on se dit tiens, comme c'est bizarre, mais pareil avec tous les faits de société, quelque chose qui paraît complètement normal, pareil avec ce qui se passe avec MeToo. C'est très bizarre le moment où on se dit, où tout le monde trouve normal quelque chose, et puis le moment où plus personne ne trouve normal quelque chose. Et ça fait un peu la même chose avec son enfance. Enfin, quand on se rappelle, on se dit mais au fait, mais elle faisait quoi ma mère à ce moment ? Mais au fait, mais je trouve ça très très intéressant. Oui, ce que permet justement l'éloignement du temps et la manière dont on se représente les choses effectivement différemment. Je voudrais revenir sur quelques épisodes. Les Claudettes, par exemple, justement, en parlant de se remémorer. Moi aussi, quand j'ai lu votre texte, lu, relu et relu, en tombant sur le chapitre des Claudettes, d'abord je me suis dit, oui, c'est vrai, celles-là, elles existaient. Celles-là étaient des formes fantasmatiques, des supports pour petites filles, etc. Et puis, en lisant la façon dont vous en parlez, on se dit, oui, mais c'est déjà Agnès Jaoui et le goût des outres. Dans le jugement, je pense, alors je vais revenir peut-être un petit peu plus précisément sur l'épisode, tout à coup, le jugement que les parents posent, la petite pitchnette assassine, et la manière dont, tout à coup, vous dites que ça vous vexe, en même temps, vous reconsidérez ce goût-là. Et puis, il y a un peu la formule, et là, vous allez me permettre d'y voir justement aussi la patte d'Agnès Jaoui, pas juste d'Agnès, c'est en fait celui qui critique le premier, qui prend le pouvoir. J'ai pensé à certains films comme Ridicule, et en même temps, j'ai pensé au goût des autres, et tout à coup, à cette façon d'établir un jugement qui tient à des castes, et je sais à quel point... voilà. Oui, puis c'est vrai que... je pense qu'en plus, il y a ça dans toutes les sociétés où il y a une bourgeoisie, mais c'est quand même hyper français d'être autant dans la critique. On me dit râleur, mais c'est pas seulement râleur, c'est vraiment de la critique
continue. Enfin, alors c'est aussi parce que la culture a une place importante en France, qu'elle n'a pas forcément dans tous les pays. Mais vraiment, moi, le nombre de fois où j'entends Le Masque et la Plume, et je me dis, mais oui, on est dans ridicule, on est dans un jeu de massacre, quoi. À qui sera le plus méchant, et qui sera le plus méchant existera le plus ou le mieux. Enfin, et effectivement, dominera l'autre, parce que c'est beaucoup plus difficile d'aimer et beaucoup plus difficile d'expliquer pourquoi on aime, alors que de descendre quelqu'un ou de descendre une politique ou alors un tableau, une œuvre, c'est facile. Et ça vous pose là, puisque ça vous pose en supérieur à cette œuvre. Et vraiment, l'être humain peut pas s'empêcher de faire ça. Et quand vous êtes enfant, vous avez des goûts qui commencent, des fascinations qui commencent. En plus, quand vous êtes la cadette, et puis si vos aînés vous disent que c'est de la merde, bah oui, vous l'intégrez dans la seconde. Enfin, vous dites j'aime de la merde et donc faut que j'arrête. Faut que j'aime autre chose, c'est sûr. De toute façon, l'éducation se forge aussi beaucoup par la honte. C'est comme ça que la norme se crée aussi. Vous parlez justement, pardonnez-moi de vous interrompre, vous parlez justement du processus d'humiliation qui, pour vous, intervient beaucoup trop dans différents domaines quand on est enfant. Ça m'a frappé, c'est-à-dire que je m'étais pas rendu compte à quel point on a été humilié. Alors, je pense que les enfants sont très cruels entre eux et très cruels avec les différences. De toute façon, on subit l'humiliation tous plus ou moins au sein du groupe d'enfants. Mais les profs, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir immense, forcément. C'est des figures d'adultes, tutélaires, enfin bref, et donc ils peuvent là aussi vous détruire en 2 secondes, ou au contraire vous donner confiance, ou on se rappelle, je pense tous et toutes, de un compliment qui nous a été fait, qui nous a touché au cœur, ou au contraire de critiques. Et même quand on lit les bulletins, mon Dieu, mais c'est d'une sauvagerie. C'est dingue de pouvoir écrire des trucs aussi dégueulasses quand même. Et l'éducation française, encore aujourd'hui, et je trouve malheureusement, est très 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 basée sur le négatif en fait, tout le temps. C'est bizarre d'imaginer que c'est comme ça qu'on fait aimer des matières ou l'apprentissage aux gens en les punissant et en leur disant qu'ils sont toujours trop nuls. Mais je trouve que ça continue vraiment. En plus, moi j'avais des facilités scolaires, ça allait à peu près, mais quand même j'étais bien humiliée sur des tas d'autres choses. Mais mes enfants qui sont hyper dyslexiques, j'ai vécu leur parcours scolaire, mais quel cauchemar. Enfin, c'est vraiment, je trouve qu'ils ont du mérite à être restés debout comme ça, malgré tout. Donc oui, ça m'a sauté aux yeux. On a eu quelques maîtresses pas très gentilles. Madame Saout, vous en notamment. souvenez aussi, Cécile, vous avez dû intervenir aussi à propos de Madame Saout dans le texte. Oui, ah bon? Non, c'est plutôt Madame Boulet. C'est avec Madame Boulet, parce qu'elle s'appelait vraiment Madame mais Boulet. Quand vous dites intervenir avec la peinture, ah oui, bien sûr. Oui. Alors c'est vrai que je m'en souvenais bien. Mais je me souvenais bien des têtes des profs. Mais enfin, je mens parce qu'en fait, t'avais 3 photos, donc donc je mens. Je me rappelais de rien en fait, mais bon. Que dire, j'avais des photos, j'ai honte. Non, mais je rigole. Mais oui, je me souvenais de leur cruauté, oui. C'est vrai on parlait de Madame Saout ensemble, et c'est vrai que, en tout cas, elle ne nous ignorait pas. Elle considérait qu'il fallait qu'on fasse bien d'une certaine manière ou d'une autre. On existait quand même auprès d'elle. Enfin, c'est la seule chose que je peux dire. Il y a d'autres profs moins, parce que quand vous étiez mauvais, vous ne regardez pas. Voilà, mais. Oui, parce qu'en fait, ce que vous dites justement très bien, c'est que la chose peut-être la plus douloureuse aussi, c'est l'indifférence. Ah oui, mais ça c'est évident que le signe de reconnaissance négatif est plus important et marque plus que l'indifférence, et construit, et c'est bien pour ça qu'il a cette importance. Enfin, et c'est bien pour ça que parfois les gens se mettent à l'aimer, ce signe de reconnaissance négatif, et à le reproduire avec leurs enfants ou avec les autres, parce que c'est tout ce qu'ils ont reçu et que c'est quand même un signe de reconnaissance. La pire des choses, c'est aucune considération. Ça, oui. En analyse transactionnelle, on appelle ça des strokes positifs ou négatifs, et c'est vrai que ça compte beaucoup. Dégustation littéraire, la série littérature de Chandaille et Chignon. Si je vous dis que c'est aussi un texte sur la transmission, avec évidemment différentes facettes. La première facette peut-être,
On a déjà évoqué le mot, la manière dont on a sans doute un certain nombre de déterminismes, les castes, les origines diverses. Bien, ce dans quoi vous allez aussi plonger, puisque à plusieurs reprises, vous dites que plonger dans l'univers de Cécile, plonger dans l'univers d'Isabelle, c'est tout à coup arriver dans un autre monde. Et on sent très bien qu'il n'y a jamais de jalousie au sens de l'appartenance. Voilà, c'est totalement exclu, mais il y a ce sens très aigu déjà de l'observation, et puis aussi du romanesque. C'est comme entrer dans un roman. Je pense que, de par mon histoire et de celle de mes parents, on a toujours été à côté. C'est-à-dire que à Sarcelles, il y avait ce qu'on appelle, à tort d'ailleurs, une communauté juive. Enfin bon, mais mes parents n'y en faisaient pas du tout partie. Et puis après, quand je suis arrivée à Paris, je faisais absolument pas partie de la bourgeoisie du 5e arrondissement. Henri IV, après, chez Chéreau, je faisais pas du tout partie de la bande qui suivait Chéreau partout. J'ai tout le temps été à côté. Des fois c'était douloureux parce que comme tout enfant j'avais envie d'être dans la majorité aussi, mais je me suis toujours sentie différente. Le judaïsme aussi évidemment a fait que je me suis sentie minoritaire, enfin que j'ai su qu'on était minoritaire et chassable à n'importe quel moment, en tout cas voilà, de passage ou bref. Et en même temps je vous dis, mes parents n'ont jamais pratiqué, moi non plus, je suis athée, enfin donc c'est pas comme si j'étais accrochée à une famille du judaïsme non plus, donc c'est à la fois oui inconfortable, mais en même temps ça vous permet et ça vous oblige à observer finalement et à rien considérer comme acquis parce que vous êtes sur le côté, vous êtes en marge, donc vous observez plus facilement ce qui est donné comme justement normal ou dû par des gens qui font partie de cette société sans s'être jamais posé la question, ou de tel ou tel groupe sans s'être posé la question. Donc ça, forcément, ça a compté, et ça compte encore, ça continue, c'est ça qui est bizarre. Je continue à me sentir à contre-courant de bien des mouvements d'aujourd'hui. Je trouve ça rassurant. Cécile, est-ce que justement ce que Agnès a écrit et la manière dont elle a posé des mots sur ce qui était en fait votre vie quotidienne à vous, votre univers, votre appartement, vos parents, les tableaux, est-ce que tout ça a contribué à, par ce changement de point de vue en fait, à vous faire découvrir ou redécouvrir quelque chose ? Je sais pas si c'est redécouvrir, mais j'étais très touchée par la description d'Agnès. Bon, surtout de ma mère, je dois dire. Bien sûr, moi, j'ai d'autres souvenirs de tout ce que raconte Agnès. C'est son point de vue, moi, j'ai un autre point de vue. Mais il y a plein de choses que je comprends très bien qu'elle raconte, la manière dont elle le raconte, surtout. Mais c'est vrai que j'étais très touchée. C'était mon appartement. Pour moi, c'était comme Agnès, Sarcelles, c'était mon univers. On allait moins les uns chez les autres quand on était petite à ce moment-là, mais surtout avant, parce que là on avait 7 ans, on commençait peut-être à aller voir chez les autres, mais avant j'allais pas. Donc oui, en fait, quand elle a décrit ma maison avec tous ces tableaux, je me disais bah ouais, c'est vrai, il y avait plein de tableaux, mais c'est pas que j'avais oublié, mais c'est que oui, je reconnaissais certains charmes. Moi, c'est vrai, quand il y a pas de choses au mur chez les gens, je remarque. Ça m'est complètement égal, mais je remarque, c'est tout. Les gens, ils font comme ils veulent, hein. Moi je comprends qu'on ait des murs blancs, mais je le remarque forcément, quoi, c'est tout. J'étais surtout très émue de la description même de mon grand-père et même de mon père. Je trouvais ça juste et voilà. Il y a une figure, on parlait de transmission, il y a une figure centrale, sans aucun doute pour vous, en tout cas elle est centrale dans le texte, la figure du père, de ce père anticonformiste. Enfin, j'ai envie de vous laisser en parler, de nous dire un tout petit peu à quel point c'était important de parler d'ailleurs longuement de lui, parce que l'écriture de votre texte varie au gré des souvenirs, au gré de ce que vous avez envie de restituer sous l'angle d'une petite anecdote, et puis parfois d'un portrait beaucoup plus développé, que Cécile vient du coup illustrer. Parce que c'est difficile sans aucun doute de faire une représentation picturale du père. J'ai envie de dire qu'on est presque là comme dans l'icône sacrée, et puisqu'on peut représenter Dieu, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc qu'est-ce que vous avez choisi, parce qu'on choisit toujours, choisi d'écrire de lui et choisi de représenter et d'illustrer par ce que vous avez choisi comme collage que vous avez réalisé? Pour le papa d'Agnès, en fait, Agnès avait une photo qui lui semblait tout à fait judicieuse, et moi aussi, en fait, j'ai fait très peu de choses là. Et d'ailleurs, ensemble, on a décidé de mettre ce ciel bleu.
Mais autrement, c'est sa photo, en fait. C'est une photo qu'avait Agnès, avec son papa tout en bas. Elle est extraordinaire, cette photo, elle pouvait pas être mieux. Que je retrouve la page, voilà, c'est absolument extraordinaire, Oui, effectivement. Alors, le choix de la couleur, du ciel, effectivement, mais enfin, le gigantisme aussi de cette statue, de cette représentation mythologique qui surplombe effectivement le personnage du père, faussement détaché, occupé à lire un journal. Oui, elle est extraordinaire, cette photo. Et votre père réussit à ne pas être écrasé par l'ensemble. C'est vrai. Ouais. C'est tout à fait lui. Oui. Je pense qu'il est écrasé par rien, mon père. Et c'était bizarre aussi de me dire, mais je suis incapable d'écrire sur ma mère quoi que ce soit. C'est super étrange. Enfin, elle apparaît, la pauvre. Alors que mon père, effectivement, m'inspire beaucoup. J'ai pas totalement fini mon Oedipe ou j'ai pas vraiment réglé tout ça. Probablement, mais c'est aussi un personnage haut en couleur qui réussit à l'être. Alors qu'il est maintenant, il a plus toute sa tête, mais il continue avec pas toute sa tête à être impayable, faut quand même le dire. Enfin voilà, et à avoir des sorties assez étonnantes. Il est vraiment difficile à décrire. Il est à la fois extrêmement archétypal des années 70, de la libération sexuelle, pas l'absence de morale, c'est pas vrai. Il a un sens moral assez fort, mais par rapport à la sexualité, alors là, c'est n'importe quoi. Aussi considérer les enfants de façon très sincère. J'avoue que j'ai découvert aussi avec mes amis et puis les autres français, enfin à quel point il y avait plein de gens dont les parents leur disaient pas qu'ils les aimaient, enfin qui étaient pas plein d'enfants, plein d'amis qui étaient pas valorisés du tout par leurs parents, surtout en grandissant. Or c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents et un père notamment extrêmement valorisant et sincèrement valorisant, sincèrement fasciné par l'imagination, la créativité des enfants, l'insolence des enfants. J'avais pas eu un prix au lycée parce que je bavardais trop et il a dit moi je t'offre plein de cadeaux parce que bravo d'avoir bavardé, enfin bravo de... Voilà, il était tout le temps donc on n'a jamais fêté aucune fête au bon moment, y compris mon anniversaire, bon, ce qui était moins rigolo, mais bon voilà. Le nouvel an était le 18 février ou le 24, enfin voilà, on faisait des fêtes beaucoup, mais jamais aux dates dites. Ça peut paraître anecdotique, mais ça veut dire beaucoup, parce que qu'est-ce qui décide que c'est le 31, ou que c'est ceci, ou que c'est cela, etc., etc. Et aucun tabou. Alors, je dirais pas assez maintenant, avec le temps, puisque... En plus, il était extrêmement pornographe et extrêmement... il adorait et choquait en parlant de sexualité à tout le monde et à n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Donc ça, c'était franchement le moins rigolo de sa personnalité. Et puis, après aussi, une curiosité permanente. Il allait au théâtre, au cinéma, dans les expositions, toutes les vacances, on allait partout, on s'emmerdait à mourir dans les expos. Mais voilà, et donc voilà, et quand je lui disais mais c'est trop facile, n'importe qui peut le faire, il me disait bah fais-le. Et c'est ça aussi, c'est intéressant, parce qu'effectivement quand quelqu'un va critiquer les Bleus de Klein ou je sais pas quel tableau blanc ou quel truc ou tel truc, bah fais-le, parce que c'est ça la grande différence, c'est qu'il y a des gens qui font, il y a des gens qui créent. Alors on peut aimer ou ne pas aimer, mais il y a eu un acte de poser, il y a eu une création, il y a eu quelqu'un qui a cru en quelque chose suffisamment pour s'y adonner et pour faire œuvre. Et il y en a d'autres qui critiquent. Vous avez gardé justement de lui cette citation de René Char. Je crois qu'elle est de son recueil Fureur et mystère. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Alors je pense qu'il avait de la patience, là, presque une forme de... Enfin, vous parlez bien de la bienveillance et de l'intérêt. Donc c'est la patience pour l'autre, mais pas d'égard en fait pour des représentations trop figées, pour la cruauté de certaines communautés, pour le jugement tranchant. Enfin, vous avez raconté des anecdotes absolument extraordinaires avec votre père. Oui. Mais c'est marrant parce qu'il l'avait quand même en commun avec Jean-Pierre. Ça, aucune mythologie, quoi. Vraiment aucun asservissement à que ce soit à la reine d'Angleterre ou enfin traitant les êtres exactement de la même façon, avec aucune hiérarchie et pas du tout impressionné par le pouvoir. Au contraire, ça lui donnait envie de rentrer dedans plutôt, et ça franchement, c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas bien terminé, même si ça fait 30 ans pourtant. Mais voilà, ça il l'avait en commun avec Jean-Pierre, de façon très claire. Il vous impressionnait, le père d'Agnès ? Non, mais c'est vrai qu'il était curieux. Alors il était très différent de mon père, mais il y avait aussi un énorme écart d'âge. Alors de toute façon c'était curieux pour moi.
Il était parce que très les parents de gentil. Cécile étaient Oui, assez âgés. âgés et Oui. les miens très jeunes, puisqu'ils nous ont eu à 20 et Oui. 22. Mais je me rappelle des fois qu'il était très gentil, en fait. C'est vrai, il était très tendre et je trouvais qu'il faisait beaucoup moins peur que le mien. C'est vrai. Bah oui. Non, il était très gentil. Et c'est vrai, attentionné. Enfin, quand il était là et qu'on était là, il nous regardait, c'est vrai. Hein. C'est vrai qu'il était très valorisant. Il est très valorisant. Pour finir justement sur cette idée de la transmission, j'aime bien l'évocation du poulpe. Mais je vais vous laisser justement en parler. Avec cette dernière interrogation, en fait, est-ce qu'on arrive à transmettre vraiment ? Est-ce qu'on peut empêcher de répéter des schémas, répéter des échecs ? Est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs de chercher à trop brider et puis tant pis, chacun fait comme il veut ? Quelle est la part de liberté que l'on retrouve au cœur des déterminations et au cœur aussi des fascinations ? Vaste question. Je pense malgré tout, oui, qu'on peut transmettre des valeurs à ses enfants, mais qu'évidemment, ils ont besoin de faire leur propre expérience, leurs propres erreurs. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Après, il y a deux choses. Il y a aussi les époques, c'est-à-dire que on voit bien quand même que la science progresse, mais que la moralité ne progresse pas. Même si, en tout cas aujourd'hui, en Occident, en France, moi, femme, juive, de gauche, il fait meilleur vivre aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Donc oui, on peut considérer qu'il y a toujours un progrès. Mais d'un autre côté, on voit bien, d'abord, il y a certains dangers qui nous menacent et qu'on peut repartir en arrière en 2 secondes, et que ce progrès, le monde n'avance pas. À chaque fois, on se dit, mais comment on peut en être là ? On est en 2024, tu te rends compte en 2024, mais ils se disaient ça en 1524, en 1224, et à chaque époque. Et il y a pas longtemps, j'ai lu des lettres de la correspondance de Zweig en 1915 et en 1933. C'était des inédits qui viennent de paraître, que je vous conseille. Mais ça fait froid dans le dos. Les parallèles, on a l'impression que tout pourrait être écrit aujourd'hui. Ils voient la montée du nazisme, du populisme, et partout en Europe. D'ailleurs, il dit j'aimerais partir, mais en Italie, non, la politique. Il sait pas où aller. Toutes sortes de questions que quelques-uns se posent. Et là, on se dit mais c'est désespérant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça avance quand même, quoi ? Mais je pense quand même qu'on peut transmettre des choses à ses enfants. Après, avec justement, il y a des choses qui échappent, et heureusement aussi, parce que c'est aussi ça la vie. C'est que je suis très fascinée par dans des cours de théâtre de mes 14 à 20 ans, parce que j'ai commencé tôt et donc j'ai eu le temps de voir plein de vedettes de cours ne pas devenir des acteurs, ou des actrices qui tout d'un coup devenaient très connues en 2-33 mouvements, Valérie Caprisky, des noms Marouchka Detmers qui étaient qu'on prenait, qu'on foutait à poil dans un film, et puis après on les voyait plus, mais c'est très bizarre de voir, où je travaille avec un ensemble vocal qui s'appelle Canto Alegre du chant classique. Il y en a qui sont professionnels, il y en a qui le sont pas. Pourquoi certains passent la barre, pourquoi d'autres non, pourquoi quelqu'un croit en son talent, justement, un mec qui va peindre un truc blanc pendant toute sa vie, mais il n'en peut mais. Qu'est-ce que cette persévérance, comment les destins se répètent et parfois, au contraire, prennent une toute autre tournure. Je trouve ça absolument fascinant. Et le choix d'une carrière artistique, dont on sait qu'elle est extrêmement vaste chez vous, puisqu'elle va effectivement du chant classique, et depuis longtemps, à la comédie, théâtre, cinéma, à la réalisation, on pourra en parler. Dans quelle mesure est-ce que justement l'art permet peut-être de transformer, de s'arracher à certaines déterminations ? Moi, si je vous dis que dans ce texte, mais là, mon regard est peut-être un peu faussé par ce que j'ai vu de vous et immensément apprécié, comme tout le monde ici, de vos films. Par exemple, on voit se construire la personnalité de l'artiste que vous êtes. Alors à travers la fascination de l'image, de l'observation, à travers aussi la manière dont on distribue les rôles, puis comment est-ce qu'on apprend à savoir qui est à sa juste place et qui est-on pour décider comment se crée l'empathie. On a vraiment l'impression que tout ce kaléidoscope se dessine progressivement, se met en place dans votre enfance. Puis on arrive à cette explosion artistique dans toutes les gammes, comme une forme à la fois de retransformation, d'arrachement, il y a tout ça, me semble-t-il, dans votre parcours artistique. Oui, forcément. Je sais que j'ai été très tôt aussi angoissée par la mort. La mort dans l'idée de laisser aucune trace, d'avoir existé pour rien.
ou d'avoir existé sans que les gens sachent que j'ai existé. C'est quand même bizarre d'ailleurs comme raisonnement, mais c'est vrai que pour moi, les gens qui n'ont besoin que d'être, je les comprends pas. Je trouve ça bien, enfin évidemment, je pense qu'il doit être beaucoup plus tranquille que moi parce que c'est fatigant. Mais en même temps, ça me paraît complètement bizarre. Donc oui, très tôt, ça je le raconte pas dans le livre parce que c'est avant mes 7 ans et puis parce que j'en ai déjà parlé à la radio, enfin bon bref, mais voilà, je suis allée visiter la maison de Jean-Jacques Rousseau, vous en parliez. J'avais 4 ans. Et donc j'ai dit Jean-Jacques sera là, et on m'a dit non. Et j'ai dit mais pourquoi il est pas là? On m'a dit parce qu'il est mort. Et j'ai dit il est mort, c'est-à-dire je le verrai jamais. Ben non, jamais. Et là j'ai été inconsolable, j'ai pleuré 3-4 heures, je pouvais plus m'arrêter de pleurer. Donc c'est bizarre. Ça pourquoi si petite j'ai été traumatisée par la mort de Jean-Jacques Rousseau, enfin par l'absence de. Donc en tout cas voilà, je sais que ça aussi a fait que j'ai eu besoin de créer, ça c'est sûr. Et vous Cécile, est-ce que la création c'est aussi un arrachement à quelque chose, une prolongation peut-être aussi d'une histoire particulière, une libération, un autre regard sur le monde, je ne sais pas. Non, pour moi quand je travaille, oui en fait c'est comme si le temps s'arrêtait et que je laissais filer le temps à ma mesure. Et j'ai l'impression que les choses pas m'échappent moins parce que quand je travaille, j'aime bien que tout m'échappe et puis voir après ce que ça a fait. Mais dans la vie courante, beaucoup de choses m'échappent. Oui, c'est vrai que ça laisse une trace, le travail. Et je trouve, quand je vais au musée et tout ça, je vois des toiles, des œuvres et ça me touche beaucoup, humainement parlant. Comme la grotte de Lascaux. Il y a quelqu'un qui a fait un petit dessin, un petit taureau, je suis bouleversée. De ce qui reste? Oui. Quand tout est enfui? Oui, sans doute. Bon, c'est bizarre la création. Pourquoi quelqu'un tout d'un coup décide de dessiner et de peindre pour rien? En fait, ça sert à rien. Enfin, c'est d'abord pour soi, hein, c'est vrai. Mais pour les autres aussi? Oui. Après, il faut qu'ils y aient accès, mais quand même, c'est pour soi. Mais bon, on espère laisser une petite trace comme ça. Et après, c'est un témoignage d'un passage sur cette terre. La taille de nos seins, sans transition. On peut revenir à... oui, c'est aussi une forme d'œuvre d'art de la nature, même si par moments leur surgissement est peut-être pas toujours bien vécu. On parle facilement, la littérature a parlé de la taille du zizi et des comparaisons à l'avantage ou au désavantage de certains. Et là, vous vous êtes intéressé à ce moment, alors c'est le dernier chapitre, mais c'est le titre aussi. Il y a une sorte de boucle, de circuit qui se fait à ce moment qui est perturbant, à ce moment dont on parle pas. À ce moment qui qui transforme le corps de la petite fille et un jour de la femme, si mes souvenirs sont exacts, en arme de destruction massive du surmoi masculin. Moi, j'adore cette formule. Je crois que là, je vais l'encadrer. Je la trouve absolument géniale. Qu'est-ce qui vous a justement donné envie d'explorer à la fois cette partie-là, cette relation à la fois de la petite fille à ce corps qu'elle ne comprend plus, et puis cette modification tout à coup et assez terrible du regard aussi masculin? Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un changement donc corporel que j'ai pas eu le temps personnellement de désirer puisque ils ont été là donc à 9 ans. Toi, t'en avais envie avant de les avoir? J'ai pas pensé. C'est ça? Non. Ça nous est arrivé avant, parce que... Voilà. Et après, vous découvrez que vous avez d'autres personnes qui attendent désespérément, et des fois, ça n'arrive jamais d'ailleurs, enfin, ou en tout cas très peu. Mais voilà, enfin, c'était... Donc, j'ai pas eu le temps de désirer cette poitrine qui est arrivée, et j'ai pas du tout eu le temps de désirer que les hommes me désirent. Alors là, n'en parlons pas. Enfin, et c'est arrivé en même temps. C'est bizarre, quoi, parce que vous avez pas le temps de... Et pareil pour les règles, parce que je me rappelle que Marie-Hélène, elle en avait envie. Elle les a eu tôt, mais elle était fière. Vous avez vu l'effet canapé rouge, c'est extraordinaire. Oui, parce qu'elle était malgache et ils avaient leurs règles tôt. Il fallait qu'elle les ait tôt. Oui. Voilà. C'est normal. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent au corps des femmes qui quand même
extrêmement particulier, que c'est quand même très très bizarre. Alors, je sais bien que vous avez un truc particulier aussi, vous les garçons, quand la semence jaillit, je crois que ça doit vous faire bizarre aussi. Mais nous, voilà, il y a ça, il y a les règles, et puis il y a avant ça notre corps. C'est des petits trucs durs, enfin c'est très étrange quoi. Enfin c'est un peu alien quand même. Tout d'un coup, genre voilà. Et puis ça transforme donc effectivement le regard des autres sur vous avant que vous l'ayez et sans que vous ne puissiez rien y faire. Voilà, c'est comme si tout d'un coup vous étiez toute nue sans avoir demandé, enfin qui est quand même le pire des cauchemars récurrents d'ailleurs, d'aller à l'école toute nue. Bah là, vous êtes tout d'un coup toute nue dans la rue avec des hommes. Moi, c'est ça qui m'a surpris, de toutes conditions, de tous des amis de mon père, des gens dans la rue, vraiment des grands bourgeois, des ouvriers, mais de partout, quoi. Enfin, vraiment, et qui deviennent des animaux quand même, parce que c'est ça qui se passe, c'est quelque chose d'animal. Je pense que vraiment, c'est comme les phéromones. Enfin, il doit y avoir quelque chose qui se passe, qui est hormonal, enfin, qui fait, voilà, qui aide à la reproduction, hein, qui vient de loin et qui fait que les gros seins et les grosses fesses, malgré toutes les modes, ça attire le chaland. Comme ça se passe là aussi, et là aussi, c'est un facteur de séparation en fait aussi, puisque on était toutes les deux. Et Sylvie Ganem à avoir des seins dans l'école. Et après, au lycée Henri IV, comme on était les premières filles, on était 60 filles pour 4000 garçons. Et sur ces 60 filles... Ils avaient encore plus poussé. Ils avaient encore plus poussé. Et effectivement, des gens vous parlent là, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est très bizarre, quoi. Enfin, ça vous donne un grand pouvoir sur les autres, ça c'est sûr. Et puis ça vous distingue, là aussi, malgré vous. Enfin, donc... oui, ça a compté dans ma vie et ça a beaucoup changé de choses aussi. Justement, vous parlez à partir de, enfin pas seulement à partir de là, parce que ça traverse justement tout le texte, du rapport à la beauté, à toutes ces ambiguïtés, parce que la beauté c'est aussi le renvoi à certaines normes, ou bien au contraire, et on pourra en parler dans la question de l'art, parce que vous avez une autre définition justement de la beauté, c'est aussi intéressant. Le rapport à la séduction, à toute son ambivalence, qu'on recherche et puis ce qu'on fuit, toutes les contradictions qui imprègnent tout ça à la fois. Cette beauté d'ailleurs que vos parents admirent, et vous vous étonnez dans le texte de cette admiration que en fait tout le monde a pour quelque chose qui est d'abord transmis, qu'on ne mérite pas, alors que l'art, lui, va interpréter et représenter à sa façon. C'est toute la différence, c'est que je pense qu'il y a, alors d'abord selon les époques, la beauté c'est ceci ou c'est cela, mais il y a toujours, je me demande s'il n'y a pas une fascination pour la beauté aussi, parce que justement elle ressemblerait à quelque chose de divin, quelque chose de donné, et donc comme les hommes ont toujours besoin de diviniser, de hiérarchiser, d'admirer, il y a comme ça quelque chose de très archaïque et de très enfantin dans cette admiration-là. Mais là où l'art, quand c'est de l'art, c'est qui vous fait découvrir le beau là où vous ne le voyez pas. C'est qui vous fait découvrir le beau dans un visage ou dans un corps que au départ sur lequel vous ne seriez pas arrêté, ou dans un paysage ou dans une architecture ou dans un voilà, et c'est là où merci les artistes, c'est que ça va beaucoup plus loin que un beau qui serait une norme. C'est beau parce que c'est comme ça, alors que c'est comme ça quoi. C'est comme ça parce que c'est aujourd'hui que c'est comme ça. Puis hier c'était autrement. On aimait les gens qui louchaient. Là on aimait les gens, les femmes beaucoup plus grosses, là beaucoup plus maigres, là beaucoup. Bon, bref. Mais non, ils pensent que c'est comme ça. Mais l'artiste il fait autre chose. L'artiste il vous fait découvrir ce qu'il y a de beau dans des choses qui au départ vous paraissent étranges, peut-être. C'est la perception justement que vous en avez dans le texte. C'est ce que Agnès en rapporte, que vous n'aimez pas ce qui est... Enfin, en fait, le beau pour vous, c'est pas ce qui est conforme, ce qui est lisse. Enfin, c'est-à-dire que quand on a parlé de mon chien... Il y a un passage génial sur son chien qui s'appelait Quick et qui a eu des soucis de poils. Et qui a perdu tous ses poils. Donc il était pas beau. Il était pas très beau. Et c'est en parlant avec Agnès, je lui disais, bon d'abord moi je trouvais mon chien superbe évidemment, je m'étais même pas rendu compte tellement qu'il avait perdu ses poils, ça m'était complètement égal. Je voyais bien qu'on le regardait bizarrement, ça m'énervait mais bon.
Et en parlant avec Agnès, je lui disais que, je sais pas, peut-être l'univers, mon univers justement chez moi, entouré d'œuvres d'art, ça m'avait peut-être changé le regard, et je trouvais beau des choses que les autres trouvaient pas beaux. Alors je reviendrai peut-être simplement sur une figure, alors qui passe fugacement, mais l'anecdote est intéressante, amusante, et puis appelle à réfléchir. Barbara Streisand, le jour où vous la rencontrez, c'est l'idole qui s'effondre ? Bah oui. Après, c'est toujours compliqué de recevoir aussi les compliments du public. Mais à un moment, donc, je suis invitée à une cérémonie aux Oscars, parce que j'y suis allée pour le goût des autres. Et à la table d'à côté, il y a Barbara Streisand que j'adorais et qu'on adorait avec Cécile. C'était d'abord la grande passion de Cécile. Et là aussi, parce que c'était un physique différent et qui s'était pas refaire la tronche, heureusement, et qui en était belle, enfin, avec sa différence, voilà. Et puis bon, cette voix, etc., etc. Et donc je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas ne pas lui dire mon admiration. Donc je me suis levée, je me suis présentée à l'américaine, en disant pas mon compte en banque, mais quand même que j'avais fait ci, ça, ici et ça, et que je l'adorais. Et elle a comme ça, mais vraiment je la dérangeais. C'était horrible. Enfin, j'ai rarement été aussi mal reçue. Et donc effectivement, on était dégoûtés. C'était horrible. J'ai appelé Cécile. J'aurais voulu lui raconter autre chose, quoi. Mais bon, bah voilà, des fois, ça c'est toujours compliqué de rencontrer ces idoles. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est forcément déceptif, mais Non, pas toujours, Agnès. non, mais pas à ce point-là, en tout cas. Justement, quel rapport vous entretenez avec votre notoriété ? Ça va, parce que non, mais je veux dire, je suis pas, enfin, je suis pas si connue. Non, je suis pas si connue et pas du tout populaire, donc je veux dire, je suis peinarde dans la rue et je trouve que j'ai un public super gentil et très respectueux, donc bon, le portable rend dingue tout le monde, ça je vous le dis quand même, parce que bon, les gens oublient, à partir du moment où ils ont une caméra, tout d'un coup il faut faire une photo, non mais 2, mais 3 sur le côté, enfin bon bref, tout ça est un peu, mais autrement les gens sont, voilà, nous manifester ou me manifestent aujourd'hui des choses toujours très gentilles et pas envahissantes. J'ai comme ami Jamel. Lui, c'est beaucoup moins rigolo quand même si les gens l'adorent, mais c'est un enfer. Enfin, et moi pas du tout. Donc heureusement. Mais est-ce que justement le public n'est pas à l'aune, je dirais, de ce que véhiculent par exemple vos films, puisqu'il y a toujours le regard acéré, une pointe d'ironie, beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse. Peut-être, mais aussi je vais pas à la télé, je vais pas dans les émissions populaires. Enfin, je veux dire, j'y vais, mais voilà, à des trucs très choisis, très peu. Je vais pas sur les réseaux, je vais pas dans les journaux très populaires non plus. Je refuse toujours des tas de choses qui font aussi que vous, et encore c'est compliqué d'ailleurs, parce que je m'exprime quand même sur certains sujets, parce que j'ai quand même du mal à me taire, mais c'est difficile. Mais en tout cas, je sais que ça aussi compte beaucoup, parce que plus vous êtes dans le salon des gens, plus ils considèrent que vous leur appartenez. Donc je pense que c'est aussi ça. Et d'ailleurs, quand Jean-Pierre est devenu une marionnette avec les Guignols, il a obtenu une célébrité qui l'embêtait beaucoup. Et d'ailleurs, des jeunes notamment, connaissaient sa marionnette, pas tellement lui. Et tout d'un coup, ça prend une autre dimension qui est beaucoup plus angoissante et envahissante et folle surtout. Donc, je pense que c'est aussi parce que ça m'est arrivé tard, et puis que voilà, mais c'est aussi savoir et pouvoir dire non, là ça je peux pas, non j'y vais pas, je vais pas aller à cette émission populaire, je vais pas aller, parce que ça change tout. Cécile, comment est-ce que vous avez vécu justement d'ailleurs il n'y a peut-être pas eu du tout de transformation, mais l'irruption justement de la notoriété, puis d'un couple aussi qui avait sa propre notoriété un peu en bulle?
Oui, les premières fois où on abordait Agnès et qu'on était ensemble, je trouvais ça très curieux que les gens en parlent à mon ami comme ça, abruptement. Ça fait bizarre. Puis après on comprend et puis on s'habitue et puis voilà quoi. Et puis un jour, il y a Agnès Jaoui, illustration de Cécile Partouche, La taille de nos seins. Moi, j'ai envie juste, si vous me permettez, de lire quelques lignes, revenir à la fois sur la figure du père et revenir sur l'écriture. On fait tout ça, réinventer son passé pour se présenter sous son meilleur jour et pour donner une cohérence à une vie qui, le plus souvent, n'en a aucune. Et mon père, qui avait érigé la mauvaise foi en principe de vie, ne déroge pas à la règle. Mais il faut reconnaître qu'il n'est pas le seul à se donner le beau rôle. Il est assez rare de dire là j'ai été particulièrement minable, parfaitement égoïste, j'ai allègrement abusé de mon pouvoir. Je ne sais pas si c'est parce que mon père a été trop ou pas assez aimé par ma mère, qu'il a toujours eu besoin d'être le centre, et d'être le centre en provoquant l'ordre établi. Une de ses citations préférées était « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard, ni patience. » René Char. Et bien ce soir, c'était Agnès Jaoui, Cécile Partouche. C'est bien de rencontrer ces idoles et les amis de ces idoles. C'est merveilleux de partager tout ça avec vous toutes et vous tous. Merci infiniment et ça va rester gravé. Merci beaucoup. Merci. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.